Bonjour mes amis, mes chers élèves. Dans cette vidéo, on va essayer d'entamer le sujet de l'étude de faisabilité. L'étude de faisabilité entre dans l'étude fonctionnelle en général. Et bien sûr, l'étude de faisabilité, c'est la deuxième étape dans l'étude fonctionnelle, juste après l'analyse fonctionnelle qu'on a expliqué bien sûr dans les vidéos précédentes. Et bien sûr, l'étude de faisabilité, ça entre dans l'analyse fonctionnelle externe d'un produit, n'importe quel produit, soit un système, soit un petit produit. Lorsqu'on veut analyser fonctionnellement un produit, il y a l'analyse externe, toujours fonctionnelle externe, et il y a l'analyse fonctionnelle interne. Mais il faut commencer toujours par l'analyse fonctionnelle externe, et après, on entre dans les détails internes d'un produit, de n'importe quel produit. C'est comme ça que ça se passe. Alors, dans l'étude de faisabilité, on commence toujours par déterminer le milieu extérieur de ce produit. Par exemple, une souris qu'on utilise fréquemment dans un PC. La souris, bien sûr, si on veut déterminer son milieu extérieur, donc la souris sera sur le bureau ou bien la table, et bien sûr, il aura une relation avec la main. Donc, on a ici deux éléments directs, c'est la main et la table ou bien le bureau. Et donc, la table du bureau ou bien la main font partie de son milieu extérieur. Le milieu extérieur de quoi? De la souris. Mais ici, notre produit, c'est la barrière automatisée. Donc, on va se fixer sur ce produit, ce qui est la barrière automatisée de parking. Parce qu'il y a une barrière automatisée de l'autoroute. Il ressemble, mais il y a des petites des différences entre les deux produits. Bien, donc, notre produit, c'est la barrière automatisée d'un parking. Donc, le milieu extérieur de ce produit. Premièrement, il y a la voiture. Alors, bien sûr, on va essayer d'utiliser cette image d'une voiture qui veut entrer dans un parking. Et là, devant elle, bien sûr, notre produit, qui est la barrière automatisée. Et donc, voilà notre voiture qui veut entrer. Et voilà notre propriétaire de la voiture qui la conduit, bien sûr. C'est le client du parking. On a le parking lui-même, hein, l'espace. Et on a aussi le surveillant. Alors, ces quatre éléments qu'on a indiqués ici. Et, ils font partie du milieu extérieur de notre produit qui est la barrière automatisée. Alors, notre barrière automatisée, la voilà. Donc, notre système automatisé, le voilà, la barrière et les autres accessoires. Alors, le surveillant, il a une influence sur la barrière. Donc, il fait partie du milieu extérieur de la barrière automatisée. Le propriétaire ainsi que sa voiture, les deux éléments font partie du milieu extérieur de la barrière. Parce que c'est lui qui va conduire la voiture pour entrer dans le parking. Et aussi le parking. Alors, ces quatre éléments, on les appelle milieu extérieur direct. Direct veut dire ils ont une influence directe sur notre système qui est la barrière automatisée. Alors, ces quatre éléments. La voiture, le propriétaire de la voiture, le surveillant et le parking lui-même. Donc, premièrement, voilà le milieu extérieur direct de notre produit qui est la barrière automatisée. Alors, le milieu extérieur indirect, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve l'énergie. Ça veut dire que la barrière automatisée sans énergie, il ne peut pas fonctionner. La maintenance veut dire que ce produit, on doit le réparer, peut-être après un certain temps de travail.
on a besoin de le réparer. Donc, on doit prévoir la maintenance comme milieu extérieur indirect. L'esthétique veut dire que la barrière automatisée doit être peinte avec deux couleurs, la couleur blanche et la couleur rouge pour la barrière, et bien sûr peindre les autres éléments par une autre peinture. Donc, on doit avoir une certaine esthétique. Chaque produit doit avoir un aspect extérieur, une esthétique convenable. La prévention veut dire que ce produit ne doit pas faire de mal à l'être humain, et même à l'animal, et même à notre climat extérieur. Donc la prévention, ou bien la sécurité, ou bien la sûreté, la prévention. Les intempéries veut dire que notre barrière, comme vous voyez dans l'image, elle doit supporter la pluie, doit supporter le vent, hein, l'oxydation de l'humidité, etc. Donc, toutes les intempéries. Que veut dire les intempéries? Veut dire la pluie, le vent, la poussière et même l'humidité, l'humidité, surtout dans ces jours-là, l'humidité est plus grande dans ces jours-là. L'encombrement veut dire l'encombrement. L'encombrement, il a un rapport avec la géométrie du système. Veut dire que notre système doit avoir des dimensions convenables à l'entrée du parking. La longueur de la barrière, sa largeur, la hauteur de cette boîte qui regroupe les autres éléments de la barrière, et à la tête des éléments, c'est le moteur qui existe ici, et c'est lui qui fait lever la barrière ou bien la faire descendre. Bien, donc il nous reste quoi? Il nous reste le coût. Ça veut dire que cette barrière automatisée, bien sûr, il a un coût. Veut dire, on va dépenser de l'argent pour fabriquer tous les éléments qui engendrent le système, la barrière et les autres. Et bien sûr, le coût du produit, de notre produit, le coût, c'est tout l'argent qu'on a dépensé pour fabriquer la barrière automatisée. C'est-à-dire le coût de la barrière, le coût du moteur, le coût de la carte mère, et tous les éléments. Donc, on va dépenser un certain coût. Et donc, le coût plus le bénéfice va nous donner le prix de vente qu'on va adopter. Bien, donc, ici, qu'est-ce qu'on a? On a 4 éléments qui font partie, qui engendrent le milieu extérieur, direct, et on a l'énergie, la maintenance, l'esthétique, la prévention, les intempéries, l'encombrement et le coût qui engendrent ce qu'on appelle le milieu extérieur indirect. Et lui-même, il est partagé en deux petits ensembles. On va les voir dans les paragraphes suivants. Voilà que veut dire le milieu extérieur. Ça veut dire tous les éléments qu'on doit les prendre en considération et qui entourent ce qu'on appelle notre produit, qui est la barrière automatisée. Tous les éléments qui l'entourent, qui ont une relation directe ou bien indirecte avec notre produit. Alors, on regroupe tout ça, ça veut dire tous les éléments qu'on a cités dans le milieu extérieur, dans un diagramme qui s'appelle le diagramme des fonctions de service, qu'on appelle tout court diagramme de Pieuvre. Hein? Alors, le diagramme des fonctions de service, diagramme de Pieuvre, détermine quoi? Détermine les fonctions que le produit doit assurer envers chaque élément de son milieu extérieur. Que veut dire ça? Veut dire que notre produit, il a un milieu extérieur. Et tous les éléments qui l'entourent, et le produit doit assurer des fonctions vers chaque élément. Pourquoi? Pour que notre produit ait,
par exemple, une valeur ajoutée. Alors, comment il va gagner cette valeur ajoutée? En exerçant des fonctions envers tous les éléments qui l'entourent. Bref, dans les exercices, on va essayer d'éclaircir ça convenablement. Alors, il faut signer, il faut souligner que FP veut dire fonction principale. Veut dire que, d'ailleurs, chaque produit, il a une fonction principale. Au moins une seule fonction principale. Au moins. Et aussi, des fonctions, c'est pas une, toujours des fonctions de contrainte. Que veut dire une fonction de contrainte? Que veut dire complémentaire. Il complète quoi? Complémentaire de quoi? Complémentaire de la fonction principale. Exemple, le téléphone. Il a une seule fonction principale. C'est la relation entre les appels. C'est ça la fonction principale de produit. On ne pourra pas imaginer un téléphone qui n'assure pas une fonction principale qui est par exemple appeler quelqu'un. Mais je peux ne pas avoir une petite fonction de contrainte. Exemple, la masse de stockage. J'ai que 4 gigas. J'aimerais bien avoir 16 gigas. Et donc, dans ce cas, on dit le stockage du téléphone exerce une fonction de contrainte qui complète la fonction principale, c'est appeler. Donc, stocker vient par la suite. Il faut déterminer ou bien assurer la fonction principale qui est appelée. Et après, on cherche des fonctions de contrainte complémentaires. On dit complémentaire. Il complète la fonction principale. Ou bien on dit une fonction adaptive. Il adapte le téléphone. Et cette fonction contrainte, elle est adaptive à ce téléphone. Ça veut dire, on n'imagine pas un téléphone qui n'a pas de stockage 16 Go. Exemple, par exemple. On aimerait bien un téléphone à 16 Go au lieu d'avoir un téléphone à 4 Go. Donc, à 4 Go, il est limité. Mais à 16 Go, il est un peu ouvert. Il peut exercer plusieurs. Il peut durer encore un temps dans le futur. Et donc, deux choses qu'il faut retenir ici. Chaque produit doit avoir au moins une seule fonction principale. Et des fonctions de contrainte qui sont complémentaires, ils complètent la fonction principale, ou bien ils sont adaptifs à la fonction principale. Et tout ça, on va le regrouper dans un diagramme qui s'appelle diagramme un diagramme de Pieuvre. Alors, voilà ce qu'on a cité dans le milieu extérieur. Alors, on a quoi ici? On a 4 éléments qui engendrent ce qu'on appelle le milieu extérieur direct. Et les autres, c'est le milieu extérieur indirect. Mais ils sont partagés en deux groupes. Le groupe milieu extérieur indirect spécial et le milieu extérieur indirect général. Ça veut dire que les 4 éléments ici, on les trouve dans les milieux extérieurs de n'importe quel produit. 4. Le coût, l'encombrement, l'esthétique et la prévention. Mais, par exemple, énergie, hein, un BIMO, on n'a pas besoin de lui donner une certaine énergie, comme énergie électrique. C'est pas comme la barrière automatisée, il a besoin de l'énergie pour fonctionner. Mais un BIMO, non. Et donc, énergie, c'est l'une des éléments de milieu extérieur indirect, mais spécial pour des produits et non pas pour les autres. Par exemple, la barrière automatisée, l'ascenseur, la machine à laver, ils ont besoin de l'énergie. Hein? Et donc, la barrière automatisée, elle doit être mise en réparation. Je veux dire, on doit prévoir la maintenance. Donc, la barrière automatisée,
doit être réparé. Donc, on doit prévoir la maintenance. Mais un bidon, on ne pourra pas le réparer. Hein? Une bicyclette, oui. Hein? Il n'a pas besoin d'énergie, mais il a besoin de la maintenance. On doit la réparer. Aussi, la barrière automatisée, puisqu'il travaille dans l'air libre, donc il est supporté aux intempéries, donc les intempéries doivent être indiquées ici dans le milieu extérieur indirect spécial pour la barrière automatisée. Et donc, chaque élément, la barrière automatisée doit assurer une fonction envers chaque élément, envers la voiture, envers le propriétaire de la voiture, envers le parking, envers le surveillant, envers l'énergie, maintenance, intempéries, prévention, esthétique, encombrement et compte. Mais ici, les traits qui sont droits, ils représentent les fonctions de contrainte, complémentaires et adaptives. Mais le trait rouge ici, qui est courbé, il représente la fonction principale, qui est principale. On ne pourra pas imaginer une barrière automatisée qui ne pourra pas, ou bien ne permettra pas, de faire entrer une voiture dans un parking. Si la barrière automatisée ne permet pas la voiture d'entrer dans le parking avec des conditions, c'est que la barrière automatisée elle ne sert à rien sans la fonction principale. Mais aussi, sans les fonctions de contrainte qui sont complémentaires, le produit restera médiocre. Donc, sa qualité va baisser. Plus on a de fonctions de contrainte, plus on a plus de fonctions de contrainte, plus que le produit il est de qualité supérieure. Moins qu'on a de fonctions de contrainte, moins qu'on a de qualité. C'est pour ça il faut respecter les fonctions de contrainte qui complètent la fonction principale, hein, et il la fait bien sûr augmenter la valeur ajoutée du produit, la qualité du produit, parce que la valeur ajoutée c'est la qualité, donc ils sont reliés. Alors on indique les fonctions de contrainte par quoi? Par FC. Donc ici on a FC1, c'est la fonction qui doit assurer la barrière automatisée envers la voiture. FC2, barrière automatisée de propriétaire de la voiture, etc. Soit comme ça, ou bien soit comme ça. Donc on a ici 11 fonctions complémentaires, ou bien de contraintes, et une seule fonction principale. Mais vous allez me dire, est-ce qu'il y a des produits où on trouve plusieurs fonctions principales? Oui, comme par exemple le satellite. Il exerce plusieurs fonctions principales. Il peut prendre des images, il peut transmettre des canaux, etc. Donc, il peut faire 3-4 fonctions principales en même temps. Mais pour notre barrière automatisée, il a une seule fonction principale qu'il doit assurer. C'est permettre l'entrée de la voiture dans le parking, mais avec des conditions. À condition d'avoir un ticket ou bien une carte. C'est comme l'autoroute aussi. Il ressemble en quelque part notre parking. Hein? Et donc voilà, ici on a le milieu extérieur direct, on a le milieu extérieur indirect spécial pour des produits et non pas pour tous, et on a le milieu extérieur indirect général. Hein? Chaque produit il a un coût. Il n'y a pas de produit où on ne dépense pas de l'argent pour le fabriquer. Chaque produit il a des dimensions, l'encombrement. Chaque produit il doit avoir un aspect extérieur convenable, l'esthétique. Chaque produit ne doit pas faire mal à l'être humain et à son entourage. C'est ce qu'on appelle la prévention, ou bien la sûreté, ou bien la sécurité. Voilà 4 éléments du milieu extérieur indirect général. Alors bref, récapitulons. Le diagramme de pieuvre, c'est un ensemble des éléments extérieurs d'un produit
qui sont partagés en milieu extérieur direct et milieu extérieur indirect. Ce milieu extérieur indirect, il est partagé en deux groupes. Milieu extérieur indirect spécial et milieu extérieur indirect général. Et avec des traits droits pour les fonctions de contrainte et des traits courbés pour les fonctions principales du produit. Alors, ces fonctions-là, on doit les formuler. Vu dire les formuler, vu dire les écrire, avec des phrases qui commencent toujours par un verbe à l'infinitif. Exemple, notre fonction principale dans notre produit, qui est la barrière automatisée du parking. Donc, sa fonction principale, c'est permettre l'entrée des clients automobilistes à l'intérieur du parking. Mais FC1, bien sûr, on doit revenir à chaque fois à notre pieuvre pour voir FC1, il relie la barrière automatisée à quel élément du milieu extérieur. Donc FC1, c'est la liaison entre la barrière automatisée et la voiture. Donc la barrière automatisée doit sentir la présence de la voiture devant la barrière. Bien sûr, pour imprimer la carte ou bien le ticket. Et aussi son entrée totale à l'intérieur du parking, pour ne pas descendre la barrière que si on est sûr que la voiture elle est à l'intérieur du parking. FC2, c'est imprimer au client, l'automobiliste, le ticket ou bien la carte. Horodaté veut dire avec l'heure et la date. On dit horodaté. Etc. Donc, on a toutes les fonctions. Si on prend notre pieuvre, diagramme de pieuvre, on doit lire FC3 et on vient ici pour voir qu'est-ce qu'il a FC3. C'est permettre au client automobiliste la sortie à pied du parking. Comment? Si j'entre et je dépose ma voiture, je dois sortir du parking à pied. Donc on doit avoir un certain espace comme ça, par exemple, qui ne dépasse pas 1 mètre, hein, pour essayer de faire sortir les clients à pied. FC4, c'est permettre au surveillant la lecture de la carte ou ticket pour déterminer les frais de surveillance, c'est-à-dire une fois la voiture va sortir, le surveillant doit tirer les frais de surveillance. Alors, si on a une carte, donc on doit avoir un lecteur de carte lié à un PC pour déterminer les frais de surveillance. Sinon, un ticket où on a imprimé l'heure de l'entrée et avec l'heure de sortie, on pourra déterminer les frais de surveillance. FC5, alimenter le système avec l'énergie nécessaire. Bien sûr, on doit alimenter le système, ça veut dire alimenter le moteur ainsi que la carte mère avec l'énergie nécessaire, ici l'énergie électrique. FC6, avoir la possibilité de maintenance du système, ça veut dire que le système doit être démontable pour qu'on puisse le réparer. Prendre en considération les intempéries pendant la fabrication des pièces du système, ça veut dire que lorsqu'on veut fabriquer les pièces du système, on doit toujours prévoir que ce système il va travailler dans l'air libre. Donc, il doit supporter la pluie, le vent, la poussière, ainsi que l'humidité. Garantir la sécurité des utilisateurs contre le courant, bien sûr, puisque le moteur de système il travaille avec le courant électrique. Donc, il faut utiliser des pièces qui sont isolantes pour ne pas permettre le passage du courant vers les mains, par exemple, de l'utilisateur. Avoir une esthétique acceptable par les clients et les lois en vigueur, ça veut dire que l'esthétique, ça veut dire l'aspect extérieur, ça veut dire l'image de notre produit doit être acceptable par les clients, premièrement, et ils doivent respecter les lois en vigueur ici pour notre barrière, puisque la barrière entre dans le code de la route, ça veut dire dans les lois de code de la route, Qanun Sayr en général en arabe, et donc la couleur blanche et rouge, donc ce sont les couleurs qui respectent la loi en vigueur, le qawanin jaribiya al-amal. Avoir des dimensions conformes aux dimensions de l'entrée du parking, ça veut dire que si on a un parking, il a une entrée. Cette entrée, bien sûr,
il a une largeur, alors cette largeur x, qu'on voit le x, doit être conforme à notre barrière qui va être ici, hein, avec la hauteur ici. Et voilà donc x, donc notre y, la longueur de la barrière, donc y doit être inférieur strictement à x pour que le système ait un encombrement convenable à l'entrée de notre parking. Avoir un coût raisonnable, le coût, la dépense qu'on va dépenser doit être raisonnable. Je veux dire, on ne doit pas dépenser trop. On doit dépenser et acheter les éléments avec le minimum des frais, le minimum de coûts. En respectant la loi économique qui dit que la qualité, donc le prix. Si qualité supérieure, donc prix supérieur. Qualité inférieure, prix inférieur. C'est une loi économique qu'on doit respecter. Le client qui veut la qualité, donc il doit s'attendre à un prix plus haut. Celui qui veut la qualité inférieure, donc un prix inférieur. Donc il faut dire ça au client pour le prévenir que lorsqu'on veut chercher la qualité, il faut s'attendre à un prix supérieur parce que le coût va être supérieur. Bien, donc, qu'est-ce qu'il faut faire dans la formulation des fonctions de service? C'est de les écrire et les déterminer pour qu'on puisse avoir une idée sur le besoin du client, qu'est-ce qu'il veut, et le prix, bien sûr. Après ça, on commence la comparaison et la classification des fonctions de service qu'on a citées tout à l'heure. On doit les comparer entre elles et finalement, on doit les classer. Donc, quelle est la définition ou bien l'objectif de la comparaison et de la classification? L'objectif de la comparaison et la classification des fonctions de service, de la barrière automatisée, ou bien de n'importe quel produit, c'est de calculer l'importance, l'importance que leur porte le propriétaire de parking client, mais suivant le marché où se trouve ce client. Parce qu'un client marocain, c'est pas comme un client allemand, par exemple. Un client allemand, il touche bien, donc il peut dépenser bien. Mais un client marocain, il touche moins, donc il veut dépenser moins. Donc il faut s'attendre à une qualité inférieure. Mais pourquoi comparer et classer les fonctions de service? C'est de savoir le propriétaire de parking, qu'est-ce qu'il veut. Est-ce qu'il veut une qualité supérieure ou bien une qualité inférieure? Donc il faut étudier la mentalité du client. Donc cette activité, elle aide à comprendre la mentalité du client convenablement. Et donc, avec un tableau de comparaison, on pourra faire ça. Alors, le tableau de comparaison nous permet de comparer les fonctions du service une par une. Ça veut dire FC1 avec FC2, FC1 avec FC4, une par une, tout en affectant un nombre préférentiel de 1 à 3, ou bien 1, ou bien 2, ou bien 3, ou bien même 0. Alors, notez bien, si on n'a pas pu affecter un nombre, si on n'a pas pu donner 1, ou bien 2, ou bien 3, on pourra donner 0. Alors, c'est quoi le tableau de comparaison? Qu'est-ce qu'il fait ce tableau? Alors, premièrement, on doit savoir le tableau. Dans ce tableau de comparaison, premièrement, les fonctions de contrainte, on les pose ici. Et ici, on pose la fonction principale et les autres fonctions de contrainte qu'on voit ici dans cette ligne, donc, ou bien diagonale. Donc ici, rien que les fonctions de contrainte. Ici, la fonction principale et les autres fonctions de contrainte. Pour avoir ce qu'on appelle la comparaison croisée, ligne par colonne. Alors, ici, on pose bien sûr que les fonctions principales. Pourquoi? Parce que si on compare une fonction principale avec une fonction de contrainte, on va évidemment préférer la fonction principale. Ainsi que ici, ici, ici.
dans toute la ligne ici. Pourquoi? Parce que la fonction principale, sans la fonction principale, le produit, on ne peut pas le vendre. Nous pouvons, dans des produits, ne pas trouver une fonction de contrainte, mais la fonction principale, on ne peut pas. C'est pour ça qu'on préfère toujours la fonction principale par rapport aux fonctions de contrainte, quelle que soit la force de cette fonction de contrainte. Donc, ici, fonction principale, FC1, donc on a préféré la fonction principale, etc. Ici. Mais ici, la fonction FC1 avec la fonction FC2, c'est ici qu'il faut décider. Est-ce qu'on va préférer FC1 ou bien FC2? Le problème ici, c'est que qu'est-ce qu'on doit mettre devant nous pour essayer de comparer les fonctions entre elles? Premièrement, il faut poser le document où il y a fonction principale. Que veut dire fonction principale? Ça veut dire on va poser devant nous le document de la formulation des fonctions du service qu'on a cité ultérieurement. Et ici, bien sûr, on a FC1. Que veut dire FC1? Et FC2, etc. jusqu'à FC11. Donc, on doit poser le document où il y a la formulation des fonctions. Et on commence à lire les fonctions et essayer de comparer les fonctions entre elles. Donc, c'est pour ça ici, on a écrit FC sans écrire est-ce qu'on va préférer FC1 ou bien FC2. Et après la préférence de la fonction, on va la noter. On va lui donner un nombre préférentiel, soit 1, 2, ou bien 3, ou bien même 0. Si jamais on trouve les fonctions, ils ont la même importance, ou bien il n'y a pas une grande différence entre les fonctions. On préfère donner 0, c'est-à-dire à égalité. C'est-à-dire ces deux fonctions, elles sont à égalité. Mais nous pouvons choisir l'une de ces deux fonctions-là, et on peut donner 0 même. Donc, les nombres préférentiels qu'on donne, c'est 1, 2 ou bien 3. Mais 0, c'est pour les cas où l'égalité des fonctions de service. Et voilà notre tableau rempli par tout ce qu'on a besoin dans la comparaison entre les fonctions. Exemple, ici, on a FP avec FC1. Donc ici, on a préféré FP, évidemment. Mais on lui a affecté le nombre 1, le nombre préférentiel 1. Ça veut dire que FP elle est plus importante que FC1 d'un degré. Ou bien, ils sont à peu près égales. Mais on a donné un point à FP. Ici, FP avec FC2, on a préféré FP, évidemment. Mais on lui a donné 2 points. Ça veut dire que FP elle est un peu plus importante que FC2 de 2 points. Etc. Jusqu'à ce qu'on obtienne ici, pour FP avec FC11, ça veut dire FP elle est plus importante que FC11, mais un degré de 3, ça veut dire elle est très importante que FC11. Ici, on a FC1 avec FC2, on a préféré FC1, et on lui a donné 2 points. FC1 avec FC3, on a préféré FC3, et on lui a donné 1 point. FC1 avec FC4, on a préféré FC1, et on lui a donné FC2, etc. FC3, ici, avec FC4, on a préféré FC3, on lui a donné 2 points. Et ainsi de suite jusqu'à FC10 avec FC11. On a préféré FC11 et on lui a donné FC2. C'est comme ça qu'on fait pour comparer les fonctions entre elles. Et on a dit, bien sûr, le document qu'on doit mettre devant nous, c'est le document de la formulation des fonctions. Et à chaque fois, on lit la première fonction et on lit la deuxième fonction et on essaie de voir la différence entre l'importance de l'une par rapport à l'autre et on préfère la fonction et on la note avec 1 ou bien 2 ou bien 3
Et si on n'a pas arrivé, on met 0. Mais rarement qu'on met 0, bien sûr. À la fin de la comparaison et la notation des fonctions, on commence à compter combien chaque fonction a eu de points, ou bien de notes. On dit les totaux. Alors, fp ici, si on compte 1, avec 2, avec 3, avec 1, avec 1, avec 2, 2, 2, 1, 2, 1, 3, on aura 18 points. Ça veut dire que fp, il a eu 18 points comme note. fc1 ici, il faut toujours voir en haut est-ce qu'il y a fc1. Toujours. Ici, on dit la colonne de fc1 et ici la ligne de fc1. fc2, voilà sa colonne. Et voilà sa ligne. fc3, voilà sa colonne. Et voilà sa ligne. Etc. fc11, il a que la colonne. fp, il a que la ligne. Voilà. Donc, on compte pour fc1. fc1, ici, on a fc1. Donc, 2 points. Ici, il n'y a pas fc1. Donc, on saute. Ici, il y a fc1. Donc, 2 points. 2 points et 2 points, c'est 4. Ici, on saute. Ici, il y a 2 points. Ici, on saute. Ici, on saute. Ici, 2 points. Ici, on saute. Ici, 2 points. Donc, le total des notes qu'a eu fc1, c'est 10 points. fc2, il faut voir sa colonne. Ici, il y a fp, donc on compte rien. Ici, il y a fc1, on compte rien. Il faut trouver fc2. Alors, on cherche la ligne. Ici, fc3, on saute. Ici, fc2, donc 2 points. Ici, on saute. Ici, fc2, 2 points. Ici, on saute. Ici, on saute. Ici, fc2, 2 points. Ici, on saute. Ici, fc2, 2 points. Donc, le total, c'est 8 points qu'a eu fc2. fc3, on voit la colonne, toujours la première. Ici, fp, on compte rien. Ici, fc3, donc on compte 1 point. Ici, fc3, on compte 2 points. Ici, fc3, on compte 2 points. Ici, fc3, 1. Ici, 2. Ici, 1. Ici, 1. Ici, 2. Ici, on saute, parce qu'il n'y a pas fc3 ici. Ici, il n'y a que 1. Donc, le total, c'est 13 points. fc4, si on voit sa colonne, il n'y a pas fc4. On voit la ligne. Ici, on saute. Ici, fc4. Il y a eu 2 points. Ici, on saute. Ici, on saute. Ici, fc4, 2 points. Ici, on saute. Ici, fc4, 2 points. Donc, le total, c'est 6 points. fc5, comme vous voyez, il y a fc5 dans sa colonne. Donc, il y a ici, fp2, donc on compte rien. Ici, fc5, 2 points. fc5, 1 point. fc3, donc on saute. fc5, 2 points. fc5 ici, 2 points. On saute, ici 2 points. On saute et on saute. Le total qu'a eu fc5, c'est 9 points. fc6, il n'existe pas dans la colonne. On la cherche dans la ligne. Ici, on saute, ici 1 point. Et on saute, ici 2 points. Donc ici, fc6, fc6. Donc 1 point plus 2, c'est 3 points. fc7 aussi. Ici, il y a 2 points. 2 points. Ici, on saute. 2 points, 2 points, 2 points. La ligne, 2 points, 2 points. Ici, on saute. Ici, 1 point. Le total, c'est 15 points. Et ainsi de suite. fc8 aussi, il a eu 13 points. fc9, 2 points. fc10, 13 points. Et fc11, 3 points. Jusqu'à ce qu'on obtienne le nombre de points qu'a eu chaque fonction et donc sa valeur par rapport à notre client. Ça veut dire que notre client, c'est lui et sa mentalité qui a donné ces résultats-là. Après, on fait le total général ou bien le total des totaux. Ici, on a 106 points comme le nombre total. Voilà comment on fait la comparaison entre les fonctions entre elles et on obtient les points qu'a eu chaque fonction et le nombre total. Il nous reste les pourcentages, bien sûr. Donc, il faut les calculer suivant une formule bien déterminée. Pour calculer le pourcentage de préférence de chaque fonction,
et par la suite montrer le degré de l'importance que lui porte notre client propriétaire de parking. On utilise la formule suivante. Pour calculer le pourcentage, il faut avoir le total des nombres préférés de la fonction. Par exemple, pour FP, notre FP, il a 18 points. On la multiplie par 100 et on la divise par le nombre total qui est, dans ce cas, pour la barrière automatisée, et on a 106 points. Donc 18 fois 100 divisé par 106, on aura un pourcentage. Hein? Bien sûr, le pourcentage, il faut qu'on ait notre tableau devant nous. Donc on passe à notre tableau. Voilà, on a le tableau. Donc on a les totaux de chaque fonction, le nombre de points préférés de chaque fonction, on a le nombre total, et on commence à calculer avec la calculatrice bien sûr le pourcentage. Donc on va prendre notre FP, donc 18 fois 100 divisé par 106, donc on aura 16,98%. 10 fois 100 divisé par 106, on aura 9,43. Pour la fonction FC2, 8 fois 100 divisé par 106, on aura 7,54. Et ainsi de suite pour les autres fonctions. Une fois terminé le calcul du pourcentage de chaque fonction, en appliquant la formule qu'on a vue précédemment, il faut ici, à côté, il faut classer ces pourcentages-là par ordre décroissant, du plus grand vers le plus petit. Donc, le plus grand pourcentage, c'est la fonction F1. Il a eu 16,98. La deuxième, c'est FC7 avec 14,15. La troisième, on a trois fonctions. On a la fonction FC3 et la fonction FC8 et la fonction FC10. Ils ont le même pourcentage, 12,26. La quatrième, c'est la fonction FC1 avec 9,43. La cinquième, la fonction FC5 avec 8,46. La sixième, la fonction FC2 avec 7,54. La septième, la fonction FC4 avec 5,66. Et la huitième, on a deux. On a FC6 et on a FC11 avec 2,83 chacune. Et la dernière, c'est FC9 avec 1,88. Et comme ça, bien sûr, on est prêt à classer ces pourcentages-là et ces fonctions-là dans un graphe à barres qu'il faut dessiner à la main, c'est préférable, mais on a une méthode, c'est utiliser le logiciel Excel, Microsoft Excel, du bouquet MS Office, de l'Office, qui nous aide à créer des diagrammes un peu de haut niveau et ça éclaircit la vue par la suite. Donc, notre produit est toujours la barrière automatisée. Et voilà notre échelle qu'on va utiliser, c'est que chaque pourcentage de chaque fonction doit être multiplié par 2. Par exemple, 16, on multiplie par 2, donc on aura 33, donc on essaie d'augmenter de 33 pour représenter la fonction par une barre. Et on va commencer par la fonction principale, qui est la première. C'est la fonction principale avec 16,98. Lorsqu'on multiplie par 2, suivant l'échelle qu'on va utiliser, c'est 33,96. Donc 33, c'est à peu près dans ce niveau. Donc voilà notre barre qui représente notre fonction qui est la fonction principale. Donc 33,96. La deuxième, c'est bien sûr FC7 avec 14,15 fois 2, c'est 28,30. Donc
c'est à peu près ici 28,30. C'est à peu près ce niveau. Donc, FC7. Et la troisième place, c'est on a trois fonctions. Donc, on va les représenter toutes les trois comme ça, avec trois barres identiques et ils ont la même hauteur. Ici, combien notre niveau des trois barres, FC3, FC8 et FC10. Ils ont un pourcentage de 12,26. Donc, lorsqu'on multiplie par 2, suivant le pourcentage, l'échelle, donc on aura 24,5. 24,5, donc c'est à peu près ce niveau-là. 24, parce qu'ici on a 25. Quatrième place de FC1. Donc FC1, il a un pourcentage de 9,43 multiplié par 2, ça fait 18,86. Donc c'est à peu près ce niveau-là. 18,6. Voilà FC1. Et après FC5, avec un pourcentage de 8,46 multiplié par 2, ça fait 16,92. 16,92. Donc, pour FC5, c'est à peu près ce niveau-là. FC2, c'est la suivante. Pourcentage 7,45. Multiplié par 2, ça fait 15,08. Donc 15. Donc c'est à peu près ce niveau. Voilà le niveau de la barre pour FC2. FC4, la suivante, avec un pourcentage de 5,66 fois 2, 11,32. Donc voilà, 11,32, c'est à peu près ça. Alors, on a deux fonctions identiques avec un pourcentage de 2,83 fois 2, 5,66. Donc 5,66 est là, ce niveau-là. Donc voilà, on a ici deux fonctions identiques, FC6 et FC11. La dernière, c'est FC9, avec un pourcentage de 1,88 fois 2, ça fait 3,76. C'est à peu près ce niveau. Et voilà, on a fini notre graphe. Dans ce cas, on pourra le lire attentivement et dire que ici, on a devant nous la mentalité de notre client qui habite à Casablanca, il se trouve au Maroc, qui se trouve dans le continent Afrique, bien sûr qui se trouve dans le monde. Mais pour étudier la mentalité des peuples, on a besoin de classer les fonctions pour dire que ces fonctions-là, le client, il leur a donné une importance très faible. Donc, si on élimine ces fonctions pour notre produit, la barrière automatisée, parce que c'est la barrière automatisée ici. Donc, si on élimine FC6 et FC11 et FC9 totalement, le client ne pourra pas observer ça. Voilà l'utilité de ce graphe. Ainsi que ces fonctions-là, bien sûr, on pourra même les éliminer sans que le client n'observe ça. Pourquoi ça? C'est plus les fonctions, plus qu'on élimine les fonctions, plus qu'on diminue le coût, la dépense, et plus on augmente notre bénéfice comme entreprise. Voilà pourquoi il faut arriver à ces résultats-là. Et voilà, on a terminé cette vidéo. Bien sûr, on a des exercices de soutien dans le diagramme des fonctions de service et dans la comparaison et classification des fonctions de service. Vous allez les attendre dans les vidéos prochaines. À bientôt. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.